Bonjour tout le monde, bienvenue à notre table de discussion sur l'économie circulaire. Mon nom est Mathilde Linossier, je suis conseillère en communication et marketing pour le réseau Coop, la fédération des coopératives gérées par les travailleurs et les travailleuses, et j'ai le plaisir d'animer cette table aujourd'hui. J'ai avec moi trois invités. Donc, nous avons Evan Murray de la CDRQ, qui est en fait notre invité spécial parce qu'il est lui-même impliqué dans plusieurs projets d'économie circulaire. Donc, il va pouvoir amener son œil un petit peu global sur les enjeux actuels dans ce domaine. J'ai avec moi Tracy Arial de la Coop COS et Mathieu Gauthier de la Coop Boomerang. Avant de commencer, quelques petites consignes techniques, explications. Pour les personnes qui sont dans la salle, n'hésitez pas à venir poser vos questions au micro ou encore vous pouvez les poser également en ligne. Les personnes qui nous écoutent virtuellement, merci aussi d'être avec nous, c'est très apprécié. Vous pouvez poser vos questions en ligne. En fait, le code QR s'affiche à l'écran ou encore vous pouvez suivre les consignes du site web qui s'affiche également. Donc ça vous amène à un formulaire où vous pouvez poser toutes vos questions. Elles apparaîtront régulièrement au cours de la conférence à l'écran et puis on va pouvoir les prendre. Au niveau du déroulement, donc en fait, c'est Evan qui va lancer le bal. Il va faire une petite introduction. Il va présenter rapidement ce qu'est l'économie circulaire pour les personnes qui sont peut-être un peu moins familières avec ce concept. Et ensuite, nous aurons nos deux conférenciers, Tracy et Mathieu, qui vont chacun faire une présentation de 10 minutes. Après chacune des présentations, on pourra prendre une ou deux questions directement en lien avec la présentation. Et on finira par une période d'une vingtaine de minutes de questions générales pour tous les conférenciers. Donc encore une fois, merci d'être avec nous. Evan, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Mathilde. Merci d'être là. Donc, Evan Murray, directeur régional Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec à la CDRQ. On est des accompagnateurs de coopératives là, en développement des territoires là, un peu partout au Québec. Puis, effectivement, dans mes fonctions à l'interne et aussi à l'externe, là, j'ai assiégé sur quelques comités, accompagné quelques coopératives là, qui prennent l'économie circulaire comme une base de leur modèle d'affaires, entre autres avec un comité sur lequel que je siège, c'est au niveau du TIES, donc Territoire innovant en économie sociale et solidaire, qui travaille à faire un rapprochement entre l'économie sociale et l'économie circulaire, donc démontrer des modèles d'affaires viables, pérennes et qui peuvent se développer. Tous les outils ne sont pas développés, là, donc si on refait ce rendez-vous-là dans 1 an, 2 ans, peut-être qu'il y aura une grosse boîte à outils qu'on sortira pour justement aider les futurs projets, mais beaucoup d'actions qui se fait. Et puis, ce qu'on m'a demandé aussi, on a 2 beaux exemples aujourd'hui, là, mais on m'a demandé aussi de vous parler un petit peu d'économie circulaire. Je ne sais pas dans la présentation là, si on peut amener le beau graphique là, qui présente l'économie circulaire. Merci beaucoup. Je vais moi-même l'amener là, pour l'avoir un petit peu plus proche. Puis, à la blague, Mathieu m'expliquait tantôt de Boomerang que lui, il a étudié ça pendant 2 ans. Donc, moi, je présente ça en quelques minutes, mais ça prend 2 ans pour saisir toutes les subtilités. Voilà, blague à part. Vous voyez dans le schéma qui dit tout, vraiment, qui a été développé là, en 2018 par l'EDEC avec Recyc Québec. Vous voyez l'économie, la façon de faire les entreprises est assez traditionnelle, là, très linéaire. Donc, on a une ressource naturelle, on l'extrait, la transforme, on la distribue jusqu'au consommateur final ou à l'entreprise qui le consomme. On l'utilise, puis après ça, bien, on en dispose à la fin de sa vie. Donc, je pense que je n'ai pas d'autres dessins à faire. C'est assez classique comme séquence d'utilisation des ressources naturelles, hein, parce que l'économie circulaire vise à optimiser l'utilisation des ressources naturelles. On l'a vu en plus en pleine pandémie. Les chaînes d'approvisionnement se sont brisées. Le prix des matériaux a augmenté, donc il faut encore plus là, repenser et optimiser l'utilisation des ressources. Donc, ce que vous voyez dans le dessin, bien, il y a plusieurs stratégies de circularité. C'est comme ça qu'on appelle les solutions qui visent à optimiser cette chaîne-là. Donc, pour ajouter de la circularité, bien, on commence par repenser. Donc, c'est vraiment la première étape. Donc, à l'origine, réduire la consommation des ressources. On parle d'éco-conception, on parle de circuits courts, on parle d'optimiser les opérations. On a des exemples aujourd'hui là, qui en parlent. Et dans chacune des étapes, je vous ai dit extraction, transformation, distribution, utilisation, bien, on vient dire, c'est un peu le réflexe à développer en économie circulaire, c'est quoi après? Je touche à quelque chose, je transforme.
c'est quoi les pertes et c'est quoi le après. Et ça amène toutes sortes de stratégies. Qu'on parle à l'économie collaborative, on va en parler aujourd'hui, location court terme, réemploi, on prolonge la durée de vie des produits ou des composantes. Les déchets d'un deviennent les produits de l'autre en écologie industrielle, compostage, bref, je vais arrêter là parce que clairement, ça prend 2 ans pour tout expliquer. Mais vous comprenez l'esprit, c'est vraiment à chaque petite étape, on a à se poser la question, mais après. Ce qui nous oblige à optimiser notre fonctionnement, à repenser aussi la façon qu'on fait nos produits, qu'on utilise les ressources naturelles. Mathilde, j'arrêterai là parce qu'on a 2 beaux exemples qu'on veut faire parler aujourd'hui, donc je te laisse la suite. Merci beaucoup pour ce très beau schéma-là, il est très clair. Et puis je pense que c'est une belle transition. Mathieu, tu vas pouvoir présenter le cas de Boomerang. C'est ça, donc si on se re-ancre là dans ce schéma, nous on va plus toucher à des stratégies de réemploi. En fait, le but de Boomerang, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et de se gâter tout en stimulant l'économie locale. En fait, moi, je suis Mathieu, donc je suis l'un des membres fondateurs de la coop Boomerang, une coop en fait, qui revalorise donc, les résidus de brassage des microbrasseries en farine. En fait, on s'est attaqué à un problème qui est assez simple, c'est que pour chaque pinte de bière que vous buvez, en fait, vous générez l'équivalent en résidus déshydratés. Et quand on prend en fait, l'essor des microbrasseries au Québec depuis les 20 dernières années, on se doute que ça représente en fait, des volumes absolument colossaux, rien qu'au niveau de chaque centre urbain et plus largement au niveau du Québec. Alors, quand est-ce que sont produits les drèches ? Je vous ai mis un petit schéma. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, ça va être l'étape de filtration. Nous, on aime souvent donner l'exemple du sachet de thé. Donc, on va faire infuser les grains, les faire bouillir pour en extraire le sucre fermenticide, puis faire la bière. Et après, une fois qu'on a fait infuser et on va faire notre bière, le résidu solide là, est trop souvent jeté ou bien mis dans des champs pour faire de l'épandage ou donné pour nourrir des animaux. Mais il se trouve que ce résidu-là, en fait, il a une valeur nutritive absolument extraordinaire. Donc c'est à partir de ce moment-là où nous, on va intervenir en fait, et récupérer ce résidu auprès des microbrasseries. En termes de volume, ça regarde comment, en fait, il faut se dire que, donc j'ai expliqué ça, il y a un essor des microbrasseries au Québec sur les 20 dernières années. Selon une étude là, qui a été menée par l'Université de Sherbrooke et Valérie Labelle, on parle à peu près de 76 tonnes de résidus par microbrasserie au Québec. Donc rapporté aux 47 microbrasseries de Montréal, on parle de 3500 tonnes. Et aux 279 microbrasseries du Québec, je crois que c'est à peu près 21 000 tonnes annuelles. Parallèlement, ces chiffres sont en constante augmentation, puisque selon un rapport du groupe DDM, pareil, 60% des microbrasseries sont déjà en expansion de leur volume, et 75% déclarent vouloir prendre de l'expansion dans les 5 prochaines années. Donc on se doute qu'en fait le problème il est en train de continuer de s'aggraver et de grossir. Et pourquoi je parle d'un problème ? C'est parce que pour ces microbrasseries-là, en fait, se départir de ce résidu, c'est quelque chose d'excessivement compliqué parce que ça représente des volumes super importants. C'est un résidu qui est humide. On parle à peu près de 80% d'humidité. Donc transporter ce résidu, c'est coûteux à la fois économiquement, à la fois écologiquement. Puis il va rapidement se dégrader. Donc pour les microbrasseries qui ont des terrasses, qui ont de la proximité avec du voisinage, rapidement c'est un résidu qui va sentir fort et qui va aller perturber les clients ou le voisinage. Plus globalement, en fait, c'est donc un problème qui contribue à la raison pour laquelle nous on a créé la coop. Donc le problème, c'est le gaspillage alimentaire. En fait, quand on parle de transition écologique, l'alimentation, c'est un levier de transition absolument formidable. Or, on parle beaucoup en fait du gaspillage à la maison, mais il se trouve qu'en fait, dans le gaspillage alimentaire, donc qui estime à peu près un tiers donc de la production alimentaire, 30% vient en fait de la transformation et de la production. Donc c'est là où on s'est posé la question en fait, des synergies industrielles et c'est là où on se dit qu'il y a aussi un énorme levier à aller chercher. Et donc plus globalement, nous, dans notre étude de tout ça, chez Boomerang, on estime qu'à peu près, le milieu de la microbrasserie contribue environ à 5% là, justement, de ce gaspillage alimentaire là, total. Donc la solution que nous on a développée, en fait, c'est une solution donc, de collecte et de valorisation des drèches. L'idée, en fait, est de transformer et de réincorporer le résidu là où il est produit. Donc en l'occurrence, nous on est basé à Montréal. Et en fait, ça nous permet de capturer toute la valeur du résidu, donc à savoir une valeur qui va être à la fois gustative et à la fois nutritive, au-delà de la valeur environnementale. Maintenant, je vais faire un petit rapide détour par notre modèle d'affaires, en fait, pour réutiliser cette matière-là. Nous, on occupe à peu près 3 rôles là, différents au sein de la chaîne de valeur. D'abord, on a un rôle logistique.
puisque notre premier but, c'est de proposer une solution en fait, de collecte aux microbrasseries. Donc on va aller récupérer cette matière-là auprès des microbrasseries à Montréal. On a aussi développé un approvisionnement mutualisé, parce qu'il y a plusieurs projets aujourd'hui qui gravitent autour de la drèche. Il n'y a pas que Boomerang, nous on fait de la farine avec la drèche, mais il y a aussi des projets qui vont aller faire de la cosmétique. On peut utiliser cette matière de façon humide pour faire de la culture de champignons, de la culture d'insectes. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités, particulièrement en milieu urbain, justement, pour développer des solutions et des voies de valorisation de cette drèche. Le deuxième rôle qu'on a, nous, ça va être donc le rôle de transformateur. Donc on va transformer la matière, on va la sécher, puis ensuite la moudre pour obtenir la farine. Et ensuite, le troisième rôle qu'on va opérer, là, ça va être la distribution et la vente de cette farine. Donc on le verra plus tard, là, mais on a un peu deux canaux, là, le consommateur final, puis on vend principalement également à des boulangeries et des pâtisseries. Donc plus globalement, notre proposition de valeur, elle s'établit en fait à 3 niveaux. On parle d'un triple bénéfice. D'abord pour les brasseurs, parce que à Montréal, quand on a fait un peu notre étude de marché, qu'on allait poser la question aux brasseurs de que devenait cette matière, on a compris qu'il y avait un besoin criant pour ces microbrasseries d'une solution de gestion. Donc en premier lieu, on vient offrir une solution de collecte là, qui est adaptée aux besoins des brasseurs, qui est calquée vraiment sur la particularité de ce résidu qu'est la drèche. Ensuite, il y a donc un bénéfice pour l'environnement, puisqu'on va aller récupérer cette matière et on va donc diminuer la pression sur les ressources, parce qu'on va diminuer le transport pour l'approvisionnement de nouvelles matières, la pression sur l'eau et l'énergie qui est nécessaire à la culture, la transformation et l'acheminement de nouveaux grains pour faire de la farine. Et en troisième lieu, donc pour le territoire, parce que en fait, on est le maillon manquant d'un nouvel écosystème circulaire. Donc on va développer des nouvelles synergies justement entre les différents projets que j'évoquais précédemment, qui gravitent autour de la drèche, mais aussi les microbrasseries et les boulangeries. Puisqu'il faut savoir qu'à peu près 75% des microbrasseries possèdent une partie restauration snack, où sont vendus des burgers, des pizzas, des hot dogs qui utilisent du pain. Fait que pour nous, ça faisait vraiment du sens là, de ramener justement le résidu à la source, donc redistribuer la farine dans des pains qui sont ensuite vendus dans les microbrasseries. Maintenant, pour recentrer ça sur la farine, il y a aussi une triple proposition de valeur au niveau de la farine. C'est une farine qui va être saine, éco-responsable et gourmande. L'intérêt, en fait, c'est que pendant le processus de brassage de bière, on consomme une grosse partie donc du sucre et du gluten, ce qui fait que nous, on va se retrouver avec une farine qui a gardé toute sa propriété en termes de protéines et de fibres. On parle à peu près de 20% de protéines, 70% de fibres. Tout ça pour moins de calories et moins de gluten. Donc une farine qui va s'inscrire parfaitement dans les tendances de société, à savoir une consommation qui est plus éco-responsable, plus saine. Et puis le dernier atout, et c'est presque l'atout phare, parce que c'est ce qui séduit aujourd'hui les boulangeries, c'est l'aspect donc gourmand, l'aspect gustatif, puisqu'en premier lieu, l'étape première du brassage de bière, c'est de torréfier les céréales pour donner justement le goût et la couleur à la bière. Donc on va vraiment retrouver ces arômes qui tirent un peu sur des reflets caramel, chocolat là, dans cette farine-là. Donc je vous le disais, on a principalement donc, 2 segments. On a les boulangeries, enfin plus les entreprises, à savoir les brasseries, les boulangeries. Maintenant, on peut aussi travailler avec des transformateurs alimentaires qui vont faire des barres de céréales, par exemple. On peut faire des pâtes. Là, on commence à travailler avec des cuisines et des cantines aussi. Puis, on développe depuis peu là, tout un autre pan qui va être plus l'aspect donc consommateurs finaux. Mais on s'est rendu compte finalement que quand on se mettait en épicerie, la farine était très peu connue du grand public. Donc, on a dû adapter un petit peu notre offre. Donc, on développe en ce moment des produits semi-finis, donc des mélanges à biscuits. On fait donc, du pain aux bananes, on fait du granola également, qu'on va distribuer donc, après dans des épiceries et à travers des plateformes en ligne. Donc c'est pas mal ça pour ce qui est de la distribution du produit. Je les ai goûtés, c'est très bon. Et maintenant, si on recentre ça sur l'impact, donc nous on existe depuis un peu moins de 2 ans, Boomerang. On est rendu à pouvoir traiter aujourd'hui 2 tonnes de matière résiduelle, donc de drèche, par mois. Ce qui permet de sauver à peu près 500 kg d'équivalent CO2, là, si on rapporte ça vraiment à l'impact GES. Mais c'est que le début, puisque on est en pleine mise à échelle, on va dire, du modèle par 2 voies. La première, c'est qu'on va multiplier par 5 d'ici la fin de l'année notre capacité de traitement à travers l'acquisition de nouveaux équipements. Donc là, en fait, on était un peu sur une preuve de concept, de roder un peu notre modèle à petite échelle. Mais pour avoir un impact dans l'écosystème, il faut traiter plus de volume. C'est un peu un impératif, malheureusement.
Donc on a d'une part validé le marché parce que c'est un nouveau produit, donc il fallait aller voir les boulangeries, faire tout un travail de démocratisation de l'utilisation du produit, de démarchage. Valider aussi les partenaires, que ce soit pour la machinerie, pour tous les sous-traitants aussi qui interviennent là dans cette boucle de circularité. Et tout ça nous permettra, d'ici la fin de l'année, de traiter jusqu'à 12 tonnes de drèche par mois, ce qui équivaut à plus ou moins, je crois, 2,5 tonnes de farine, si je ne me trompe pas. Et la deuxième voie en fait, de levier d'impact qu'on est en train de développer, c'est donc la mise en place d'un écosystème de valorisation des drèches. Et je pense que ça rejoint parfaitement la discussion du jour là, sur la collaboration et l'économie circulaire, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets qui émergeaient, particulièrement à Montréal, autour de la drèche, des projets qui vont faire de la cosmétique, qui vont faire pousser des champignons, qui vont faire des biscuits directement avec de la drèche de façon humide. Pour autant, on a du mal à apporter une solution concrète à échelle pour beaucoup de microbrasseries dans l'écosystème. Et avec tous ces projets-là qui sont émergents, on partage des mêmes problématiques donc d'approvisionnement, à la fois au niveau du coût, mais au niveau de la complexité là, du résidu. Je vous le disais, c'est un résidu humide qui est compliqué à transporter, qui va rapidement se dégrader. Donc on s'est allié avec Jalon et Toucan, là, qui sont deux entreprises qui touchent à la mobilité durable pour nous accompagner sur cette expertise qui nous manquait. Et l'idée, c'est en fait de connecter tous ces projets-là pour ensemble partager justement le coût écologique déjà de la solution, donc faire un peu comme des rondes de lait pour la collecte et qu'on puisse tous partager justement ce service de collecte-là. Puis en parallèle, ça va diminuer finalement le coût économique de l'approvisionnement en drèche. Donc un intérêt un peu pour tout le monde là, de collaborer dans ce projet-là. Aujourd'hui, on est rendu à la fin de la phase 1, qui est l'appel à projet et l'appel d'intérêt. Aujourd'hui, on a réussi à réunir, je crois, une quarantaine d'entreprises à Montréal autour de ce projet d'écosystème de valorisation des drèches qui implique vraiment toute la chaîne de création de valeur, depuis les microbrasseries jusqu'aux distributeurs et aux détaillants. Donc c'est pas mal ça pour moi. Et pour conclure, justement, sur l'aspect collaboration, et parce que nous, on est vraiment particulièrement là-dedans, je pense que quand on s'attaque à des problématiques aussi vastes, complexes, larges que la transition écologique, des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, pour avoir un réel impact, c'est très difficile en fait, d'agir comme acteur indépendant et on est obligé de se connecter les uns les autres et d'agir ensemble pour vraiment apporter des réelles solutions aujourd'hui. Et c'est particulièrement vrai en économie circulaire parce que nous, on se rend compte que le fait que nous, aujourd'hui, Boomerang, on puisse valoriser des drèches, on repose sur l'action corrélée de beaucoup d'acteurs différents là, dans des industries très différentes. Donc c'est pas mal ça. Si vous voulez nous contacter, j'ai mis nos différents canaux et nos différents réseaux. Donc ce sera tout pour moi. Merci Mathieu, vraiment intéressante ta présentation. On va prendre quelques minutes si on a une ou deux questions, soit dans le public parmi nous, ou alors des questions en ligne. Voilà, première question. Comment avez-vous découvert et pourquoi avoir choisi de démarrer votre entreprise sous forme coopérative? Alors j'adore cette question, mais par contre, moi, c'était une de mes questions de relance que j'avais prévues. Donc, non, mais c'est vraiment en quoi le modèle coop le modèle coop est arrivé assez tôt, je dirais, dans la formulation du projet, mais c'était déjà particulièrement en phase en fait, avec les valeurs des 4 membres fondateurs de la coopérative. Pour nous, aujourd'hui, c'est très difficile, en fait, quand on traite des questions justement de transition, de traiter seulement la partie environnementale sans s'intéresser à la partie sociale. C'est des problématiques qui sont particulièrement interreliées, je crois. Donc pour nous, c'était vraiment un reflet aussi des valeurs là, qui sont propres aux membres fondateurs, au projet. Puis de gérer une entreprise aussi de façon collective, là, avec une prise de décision démocratique et une façon de valoriser les différentes expertises de façon totalement égalitaire aussi au sein du projet, je dirais. Parfait, merci. Est-ce que on a une autre question? Je ne sais pas si dans le public en présence, on aurait quelqu'un qui aurait une question, mais donc sentez-vous bien à l'aise de venir au micro. Sinon, la deuxième question, est-ce que des microbrasseries de régions extérieures à Montréal vous ont approché pour en apprendre plus sur votre entreprise? Oui, effectivement, on a été approché par plusieurs microbrasseries parce qu'on a bénéficié d'expositions à plusieurs reprises. La différence, c'est que le problème est particulièrement criant en milieu urbain, particulièrement Montréal aussi, de par le contexte géographique. Là, Montréal, c'est une île, le pied carré est quand même relativement cher, donc la problématique est comme plus présente. Versus quand on va en région où il y a plus de proximité justement avec des élevages, avec des agriculteurs, où il y a moins de transport, où là, ça prendrait peut-être un peu plus d'analyse environnementale pour évaluer vraiment la pertinence de la solution en région. Éviter de rajouter un processus technologique, même si on s'entend, c'est pas non plus de la haute technologie et très énergivore, mais là où il n'y en a pas forcément besoin en fait. Parfait, merci.
On a une question au micro. Bonjour, Samuel Proulemire, administrateur à la CDRQ et à la Caisse des Jardins de Limoilou. Moi, je me demandais, votre farine, est-ce que vous arrivez à la produire à bon prix si on comparait à si vous deviez acheter de la farine là, dans le détail pour fabriquer vos biscuits? Est-ce qu'elle vous reviendrait plus cher ou vous avez des économies grâce à votre cycle circulaire? Non, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, en fait, le principal enjeu se situe au niveau des coûts de transformation. Mais c'est là où aujourd'hui, en fait, pour nous, l'enjeu, ça va être la mise à échelle également. Parce que entre aujourd'hui et la fin de l'année, on va pouvoir diviser notre coût de production par 2 quasiment, juste à travers le levier d'économie d'échelle et d'efficience de la machine. Maintenant, c'est que ça dépend aussi avec quelle farine on va se comparer. Parce que typiquement, notre farine, elle ne se compare absolument pas avec une farine de blé traditionnelle. On va plus la comparer avec des farines de grains anciens. En termes de spectre nutritif, on va vraiment parler et se comparer avec des farines de légumineuses, à la différence que des farines de légumineuses, je ne sais pas si les gens connaissent, mais gustativement, c'est généralement compliqué. Donc on va y aller avec une incorporation très légère, juste pour améliorer les valeurs nutritives d'un produit, sans pour autant vraiment dégrader le goût. L'avantage avec la farine, c'est qu'on peut se permettre de monter l'incorporation parce qu'on ne va pas vraiment dégrader le goût. Je te dirais qu'aujourd'hui, on se situe après dans ce range de prix là, justement, de farine de légumineuses, de farine justement de grains anciens plutôt haut de gamme, assez niche. Merci beaucoup. Merci. On va pouvoir passer à la présentation de Tracy de la coop COS. Merci. Alors, je ne sais pas si on peut afficher la présentation à l'écran. Merci beaucoup. Je ne sais pas quand est-ce que je vais changer de... OK. Alors, Coop COS, c'est Coopérative de solidarité Abondance urbaine solidaire. Alors, c'est pour ça qu'on nous appelle COS, parce que le nom actuel est assez gros. Alors, notre but, c'est vraiment acheter local, cuisinier, cultivé à Montréal. Alors, moi, je suis une cofondatrice de ce projet-là et j'étais impliquée sur un comité vert au début et j'ai fait une formation dans les villes de transition. Je ne sais pas si quelques de vous dans la salle avez fait cette formation-là, mais dans cette formation-là, on voit toutes les sortes de problèmes écologiques dans le système. Et moi, j'ai remarqué que l'alimentation était le plus gros problème écologique. Un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de l'alimentation humaine. Alors, et les Canadiens sont le 4e rang de pire du monde. Et Montréal, c'est le 4e de 15 villes du Québec, du Canada. Alors, le problème à Montréal est assez gros. Alors, nous avons décidé de créer un coop pour améliorer cette situation, pour éliminer... L'idée, c'est vraiment d'éliminer l'empreinte alimentaire, parce que si on continuait comme on fait maintenant, il faut avoir 4,5 terres d'ici 25 ans, l'année 25. Alors, c'est pour ça qu'on avait fait, c'est pour ça que COS existe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit que nous sommes une communauté qui développe des occasions de rencontres et des outils pratiques pour vous aider à acheter local, cuisinier et cultivé à Montréal. Et c'est drôle parce que notre premier projet, c'est vraiment les marchés fermiers. Alors, ces projets-là, les gens me demandent mais c'est simplement quelque chose que les gens achètent quelque chose. Mais avec COVID, on a vu que les marchés fermiers et si tu achètes local, c'est un service essentiel. Et ça a changé tout pour nous. Si tout le monde savent que si vous pouvez acheter des choses directement avec les gens que vous connaissez, c'est important. Et si vous cuisinez des choses, vous mangez moins, alors ça, c'était notre deuxième bout. Et évidemment, si tout le monde peut cultiver leurs choses chez eux, ça, c'est même mieux. Alors, c'est pour ça que nous avons nos 3 grosses valeurs. Alors, depuis le début, nos membres ont changé parce qu'on avait commencé comme une coopérative de travailleurs et on avait devenu une coopérative de solidarité. Parce qu'on avait vu, au début, c'était vraiment de créer les projets et de donner les emplois aux gens.
Mais on a vu que si vous créez des projets dans l'alimentation, il faut aussi impliquer les producteurs de ces produits-là. Et c'est les gens qui achètent et les gens qui produisent sont les mêmes personnes. Alors, ça, c'est une chose. Et les gens qui travaillent dans ces choses-là sont les acheteurs et ils sont souvent les producteurs aussi. Alors, tous les trois, c'est parfait pour l'économie circulaire et c'est difficile, les défis sont énormes parce que même QuickBooks, il n'accepte pas que tu aies un fournisseur qui est la même personne qu'un producteur. Alors, les défis dans ce cas-là, c'est assez énorme. Alors, quand les gens ont compris ça, ils nous joindront pour nous aider de résoudre le problème. Et vous pouvez voir que chaque année, on avait augmenté nos memberships assez impressionnant. Alors, quand vous faites... Parce que nous, on travaillait seulement à Verdun. Alors, nos groupes est assez petit en comparaison de tout le Québec, par exemple. Alors, nous trouvons que les gens parler à l'autre gens, ça c'est nos marketing le meilleur. Alors, je ne sais pas si vous remarquez ça aussi entre vous, mais de toutes les choses de marketing, c'est sûr. Une chose que je veux mentionner avec nos membres et nos partenaires, nos projets assurés aliments frais aux 4671 visiteurs. Nos membres et partenaires ont distribué 1927 paniers bio aux 244 familles. Et quand cette même voisine qui m'a demandé s'il y a un impact pour créer des choses comme le marché fermier, par exemple, en ce moment, ils savent que c'est assez important. Évidemment, le COVID a assisté dans cette tâche éducative dans ce sens-là. Mais maintenant, les membres de la Coop Cause comprennent qui ont mis en place les membres, les agriculteurs qui visent les fruits et les consommateurs qui veulent manger local et frais. Vous créez un système que tout le monde connaît, tout le monde, et il adore la nourriture même plus. Et ça les donne la facilité de cuisiner aussi. Alors, on a vu l'augmentation de cuisiniers dans nos entourages aussi. Et la cultivation est la prochaine étape. Ça, c'est assez nouveau, mais nous avons beaucoup de membres qui nous demandent les ateliers sur cultivation. Alors, on voit dans le petit géré que ça fonctionne. Alors, le marché fermier, c'est le premier... Ça, c'est le premier projet. Ça a commencé en 2013 et de tous les gens qui participent, il y a 3 producteurs qui continuent depuis ce temps-là. Et notre produit le plus populaire, c'est les fraises parce qu'on travaille avec un fermier qui a 7 sortes de fraises locales et ça veut dire qu'on peut commencer d'avoir les fraises frais en juin et continuer jusqu'à la fin d'octobre. Parce qu'on avait beaucoup de sortes et les gens ne savent pas qu'il y a des variétés différentes. Alors aujourd'hui, nous avons un marché fermier et on va avoir les fraises Seascape aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez que les fraises ont les variétés différentes, mais c'est quelque chose qui ça vaut la peine de savoir. Alors, l'autre projet, c'est vraiment l'aquaponie. L'aquaponie, c'est un système, je ne sais pas si vous connaissez entre vous le projet d'aquaponie, mais ça permet la production de poissons et de végétaux en système symbiose. Et parce que la seule chose que tu dois ajouter à ça, c'est le nourrir des poissons. Parce que c'est les poissons produisent les déchets organiques qui soient par la suite transformés par les bactéries en fertilisants pour les plantes. Alors, vous pouvez créer, et nous avons un petit système de démonstration à Grand Protégé où notre kiosque Circusel est. Notre deuxième projet, le projet qui est le plus nouveau pour nous cette année, c'est l'entrepreneuriat jeunesse. Nous avons créé une kiosque à la plage de Verdun et ça, c'est les jeunesses sont chargées de ce projet-là.
Et ils offrent les breuvages, les fruits, les légumes, sandwichs, salades et collations. Et il est devenu aussi un espace de rassemblement privilégié pour les jeunesses verdonois et une tremplette entrepreneuriat pour les jeunes entre 2 ans et 25 ans. Alors, nous avons eu 25 jeunes qui ont travaillé avec nous, 3 groupes communautaires qui gèrent les jeunes. Et chaque jeune travaille peut-être entre 4 et 8 heures par semaine pour participer dans là. Mais on a vu qu'ils étaient là beaucoup plus souvent, simplement pour parler, jaser entre eux et discuter. On avait créé aussi les ateliers avec les commerçants locaux pour les inspirer de devenir une partie du système alimentaire. L'autre projet, c'est le jardin aux cerfs. Ça, c'est l'éducation. C'est vraiment une petite démonstration aussi, mais ça nous donne la possibilité de travailler avec les gens de notre communauté. Les membres participent, ont leur propre espace, mais on est géré ça tout collectif. En collectivité. Alors, ça nous donne aussi la possibilité de créer les ateliers qu'on est en train d'organiser pour que ça soit digital l'année prochaine. Alors, parce que nous sommes les valeurs sont vraiment circulaires, nous avons le système de production de compost de qualité et il y a une participation dans les circuits locaux, parce que si vous êtes dans le système alimentaire et vous n'avez pas un système de compostage local, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe avec vos déchets. Alors, notre production de compost existe dans le cadre d'une chaîne alimentaire complète, allant de la récupération des denrées à la distribution aux verdonoises. Les denrées alimentaires non utilisables de nos marchés locaux, des épiceries locales et des commerçants sont récupérées pour la transformation dans la cuisine collective des organismes communautaires et les déchets sont compostés par cause avec une machine qui a été achetée en 2006 par l'arrondissement et qui n'était pas utilisée avant nous avons commencé notre projet. Alors, ça, c'était vraiment important pour nous aussi. Alors, avec tout ce projet, le projet qu'on va commencer à lancer en printemps, c'est Montréal en Mange. Ça, c'est la possibilité de travailler avec les groupes comme nous dans les autres arrondissements de Verdun. Alors, il y a une vidéo hyperlink, mais je ne sais pas comment on peut placer sur ça. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Comment est-ce qu'on peut... Oui, normalement, on a réglé ça tout à l'heure. Donc, ça s'en vient. Merci pour votre patience. Est-ce qu'ils peut le faire? Ben, ça va être lancé par l'équipe technique en arrière. On sent la goutte qui apparaît ici, là. Voilà, merci. Dans les dernières années, je me suis rendu compte à quel point mon alimentation peut avoir un rôle dans l'impact que j'ai sur l'environnement. Donc, quelque chose que j'essaie de faire, c'est de manger un petit peu plus local. Puis, si tu es comme moi, tu aimerais ça, pouvoir manger local à l'année longue, mais tu sais pas vraiment comment t'y prendre. En fait, c'est exactement pour ça que Cause existe. On est une coop à but non lucratif, puis notre mission, c'est de rendre ça possible pour toi et pour moi de vivre selon nos valeurs. Un de nos gros projets cette année, c'est Montréal on mange, une application mobile pour nous aider, les Montréalais, Montréalaises, à manger local sans se casser la tête. Dans l'application, tu vas pouvoir vérifier quels aliments sont en saison pour choisir quoi acheter dans ta prochaine épicerie. Tu vas pouvoir vérifier quelles épiceries ou même marchés fermiers sont à proximité et lesquels ont ces produits québécois-là que tu veux acheter. Mettons que tu n'as plus d'idée quoi faire de toutes les betteraves là, en hiver. Ben, t'inquiète pas, tu vas pouvoir trouver plein de nouvelles recettes. Alors, ça, c'est le projet de l'année prochaine qu'on est très fiers parce qu'on peut travailler avec tous les groupes comme nous. Alors, je sais, pour simplement vous donner une idée de tous les partenaires qu'on travaille avec dans notre écosystème, nous avons ces partenaires agroalimentaires, nous avons aussi les partenaires aliments transformés et nous avons aussi nos partenaires communautaires et à la fin, nos partenaires financiers. Merci à tous vous autres. Merci Tracy pour cette présentation.
On va prendre une ou deux questions pour la présentation de Tracy avant de passer à la période de questions un peu plus générale. Donc, si des questions... Voilà, donc j'en ai une qui apparaît à l'écran. Combien de membres, travailleurs, travailleuses, bénévoles y a-t-il dans votre équipe? Les travailleurs, nous avons maintenant 20. Et les bénévoles, nous avons un autre, oh my gosh, au moins 20. Ce serait, mais parce qu'ils deviennent des autres organismes aussi. Alors, le bénévole, c'est assez énorme. Nous avons le membre producteur, nous avons maintenant 48 membres producteurs et nous avons vers 250 membres consommateurs. On a grandi beaucoup dans les dernières 2 années. Alors, on reçoit aujourd'hui, nous avons un marché fermier. Je suis convaincue qu'on va avoir un autre 3 membres consommateurs là-bas parce qu'on donne un rabais pour nos membres consommateurs, particulièrement sur le fruit. Alors, ils adorent ça. Parfait. Je ne sais pas si on a d'autres questions spécifiques à la présentation de Tracy, mais sinon, on va pouvoir... passer à une période de questions un petit peu plus générale. N'oubliez pas que Evan est aussi avec nous, expert en économie circulaire. Non, tu ne veux pas que j'utilise le terme expert, excuse-moi. Mais en tout cas, je te laisse la parole. Bien, moi, j'aurais une question de relance. Avec le portrait des membres qu'on vient d'entendre, Tracy, c'est quoi la différence entre un membre travailleur qui donc aura des conditions de travail, un salaire et un quotidien de travailleur et un bénévole très engagé, mais que lui, c'est un consommateur, il veut en apprendre plus, il participe à tout, il a peut-être même quelques responsabilités ici et là comme bénévole. Comment vous arbitrez, parce qu'une coop de solidarité regroupe tout ce beau monde-là, comment ça se fait cet arbitrage-là et la valorisation surtout des gens qui s'y impliquent? Mais nos membres travailleurs sont aussi nos membres bénévoles les plus impliqués parce que pour être un membre travailleur chez Cause, vous devez avoir un projet. Alors, si vous avez un projet, c'est à vous de gérer tous les projets-là. Et s'il y a un manque dans quelque chose, c'est vous qui le donnez ça. Alors, nos membres travailleurs, chacune donne au moins 50 heures de bénévoles chaque année. Alors, la différence entre ça, c'est simplement que les membres travailleurs reçoivent un paie de temps en temps. Mais il arrive le plus souvent possible. Mais je comprends que les gens arrivent avec un projet, effectivement. C'est pas juste ça m'occupe ou j'aime ça ou c'est vraiment quelqu'un qui veut... Ou ils travaillent pour un projet existant. Par exemple, pour le marché fermier, ça c'est je suis le membre fondateur de ce projet-là, mais maintenant j'ai une équipe de 4 qui travaille pour ça. Alors, ils sont payés pour leurs heures, mais ils nous donnent le bénévole aussi parce que nous avons une limite des heures payées, mais ils me donnent les heures extra quand même. On a une question dans la salle au micro. Oui, bonjour. Moi, je suis Muriel Dubois, Solio Groupe Coopératif. Très belle présentation. Félicitations. C'est des projets qui partent de la base puis qui s'épanouissent. Moi, ma question est pour M. Meuret. Est-ce qu'il y a des projets... Parce que moi, je pense qu'il y a des enjeux de société qui peuvent être adressés par l'économie circulaire. Moi, j'en suis convaincue. Est-ce qu'il y a des projets sur les tables dans lesquels vous siégez qui partent d'en haut pour adresser parce que on peut attendre que la base se prenne en main pour réaliser des projets. Mais je pense qu'on peut faire l'inverse aussi. Mm-hmm. Puis est-ce que... Moi, c'est des super beaux projets pour Montréal. Moi, je suis en région. Est-ce qu'il y a des choses qui existent? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, mais il y a 2 choses dans votre question qui sont intéressantes. Il y a la partie qui vient d'en haut, donc un groupe, pensons à Solio ou à d'autres groupes qui exigerait dans une planif stratégique, dans un positionnement de marché, qui exigerait, OK, dans nos opérations, dans toutes nos activités qu'on a, il y a quelque part de l'optimisation à faire, de l'utilisation des ressources, des procédés à améliorer. Donc, il faut, c'est sûr que quand on a une ligne directrice, on doit réduire notre gaspillage en chemin, dans le milieu alimentaire, mais dans d'autres milieux aussi. On parle du bois, on parle de tout milieu. C'est sûr que quand il y a, ça fait partie d'un plan stratégique, qu'on doit réduire le gaspillage, qu'on doit adopter certaines boucles de circularité, eh bien là,
si c'est un plan stratégique qui fait consensus, évidemment, tout le monde se met en action avec des plans concrets là, pour y arriver. Maintenant, il y a un exemple qui me vient en tête, qui est du milieu agricole en plus, puis qui était sur une autre table, là, je ne sais pas si aujourd'hui ou hier, là, mais il y a la coopérative Agri-Énergie Warwick, que vous avez peut-être entendu parler, qui est un complexe de biométhanisation agricole coopératif, le premier au Québec. La biométhanisation, ce n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça existe. Les technologies sont éprouvées ailleurs dans le monde. Mais pour la première fois, Coop Carbone, qui est une autre coopérative, qui a comme mission de faire des projets collectifs de réduction des gaz à effet de serre. Il dirait une plus longue mission, là, mais je vais la résumer de cette façon-là. Et dans le fond, les actions qu'ils mettent, c'est de faire des projets collectifs de réduction des gaz à effet de serre. Puis, bien, ils ont packagé, conceptualisé un complexe de biométhanisation agricole coopératif. Ils l'ont travaillé avec des producteurs agricoles, donc c'est arrivé d'en haut, mais aussi jumelé avec la base, des vrais producteurs qui ont des lisiers, qui veulent avoir une matière fertilisante à valeur ajoutée, puis en plus, qui vont chercher une rémunération dans un autre secteur d'activité. Les producteurs agricoles sont tout d'un coup des producteurs d'énergie. Ça, ce n'était pas dans le pattern régulier. Là. Donc, en fournissant donc le complexe produit du gaz naturel renouvelable qui est injecté dans le réseau d'énergie. Bien sûr, une rémunération associée à ça. Donc, c'est de la nouvelle argent qui arrive dans le domaine agricole. Donc, c'est un exemple qui me vient en tête, à la fois travailler avec la base et à la fois initié par des professionnels qui ont conceptualisé le projet, qui ont dit, bon, on ne le fera pas tout seul. La façon de le faire, ça va être avec des producteurs. Donc, je pense que les deux doivent se faire, effectivement. Puis c'est des échelles différentes, j'oserais dire. Je ne veux pas dire un mauvais chiffre, là, mais de mémoire, là, c'est 26 millions, là, la Coop Agri-Énergie Warwick. C'est pas des gens dans une salle qui ont décidé de faire ça du jour au lendemain. Là. Ça fait longtemps que ça se travaille comme initiative. Et c'est une grosse bouchée. Donc, toutes les tailles de projets sont assurément valables. Là. C'est ce qui me vient en tête. Merci. On a une question qui s'affiche à l'écran et qui est pour Mathieu. Est-ce que vous avez envisagé de valoriser les drèches dans le milieu agricole? Alors, dans le milieu agricole, pour l'instant, on n'a pas trop eu le temps de se poser la question. C'est vrai qu'on a envisagé les différentes stratégies et voies de développement justement de la coopérative. L'une d'entre elles est d'accroître le volume, la seconde est de s'adresser avec le même procédé de transformation à d'autres types de résidus. Parce qu'on sait que ce procédé, il est valable pour énormément de résidus de production, que ce soit de la pulpe de fruits, de la pulpe quand on fait du tofu, de la pulpe de soja justement, des coquilles d'œufs. Mais c'est vrai que pour l'instant, non, pas pour les drèches du milieu agricole en tout cas, mais c'est entre autres parce qu'il y a tellement de drèches dans le milieu brassicole qu'on a déjà espoir de s'attaquer à ça en premier, puis on verra si on a encore de l'appétit après. On a une filière d'une table des microbrasseries coop. Moi, j'aimerais ça vous entendre un petit peu sur l'économie circulaire et l'intercoopération. Est-ce que quand on est une coop de travail, une coop de solidarité, est-ce que ça fait du sens de travailler avec les autres coops? Quelle est votre vision là-dessus? Mais Coop Cause nous travaillons déjà avec quelques coops. On a une coop Canadian Roasters Torréfication à Saint-Henri, qui est une coop de café. Ils ont les membres partout du monde qui les envoient les graines de café et fait la torréfaction et nous, on vend leurs produits. Nous avons une autre coopérative qui nous donne des choses de viande et des choses comme ça. On est en train de travailler avec un groupe de coopératives qui veut créer un système un peu comme Square, mais plus français et plus éducat pour les choses qu'on fait au Québec. Alors, on travaille avec eux aussi. Alors, c'est sûr que nous devons travailler, parce que nous travaillons aussi avec les OBNL. L'endroit où nos kiosques sont, c'est une OBNL qui s'appelle Grand Protégé. Et ça, là-bas, on a les membres privés, les membres coop, nous, et les membres, les autres OBNL, tout ensemble, c'est dans les serres municipales de Verdun.
Alors, la ville nous a donné cet espace pour le louer aux autres. Alors, Grand Protégé existe avec nos locations et chaque organisme existe en travaillant avec les autres groupes qui sont là. Alors, je sais qu'une de ces groupes-là travaille dans la même coop que vous êtes Boomerang dedans. Alors, on a un lien entre nous aussi et on va vendre leur farine après ce journée-là, je suis sûre. Non, exactement, mais je pense que ça tient aussi au fait que les gens qui partent des projets coopératifs sont généralement portés par des valeurs qui sont communes un peu à tous ces projets-là. Fait que je pense que d'un point de vue juste global, ça fait du sens de s'associer et de tisser des partenariats entre des entreprises, des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Je pense que c'est même un facteur clé un peu de réussite de ces projets-là sur le long terme. Puis, je parle pour Boomerang en l'occurrence, c'est que nous, on a un modèle qui est un peu un hybride à cheval entre l'économie sociale et l'économie circulaire. De ces modèles-là naissent naturellement des tensions parce qu'on est en compétition sur le marché avec des entreprises privées, avec des acteurs qui n'ont pas accès au même mode de financement, au même mode de gouvernance que nous. Donc on est toujours en train de gérer un peu entre ces tensions-là et d'éviter de finalement dériver de notre modèle coopératif pour tendre vers ces modèles plus d'entreprises privées. Du coup, de s'entourer de coopératives, ça permet aussi de maintenir cet esprit de collaboration. Puis aussi, je ramène ça... nous, en tout cas, c'est un critère d'évaluation des partenaires à l'interne, que l'entreprise, le mode de gouvernance, c'est que l'entreprise soit une coopérative. Mais je ramenais ça à ce que je disais tout à l'heure aussi. Sur des problématiques aussi larges et complexes, je pense qu'on a vraiment tout intérêt à changer un peu notre logique et de ne pas forcément percevoir... encore une fois, je ramène ça à Boomerang, mais d'autres projets de valorisation de drèche comme étant de la compétition, forcément. Parce que nous, on voit très bien qu'au vu de la diversité, la complexité et la taille du résidu, là, du gisement, ça prendra plusieurs solutions là, pour régler le problème et avoir un réel impact. Donc on a vraiment cette approche de collaboration là, qui, je crois, est propre aussi au modèle coopératif. Et on a une autre question qui s'affiche à l'écran. Est-ce que vous trouveriez intéressant de parler d'économie sociale et circulaire dans les écoles, primaires, secondaires, cégep, universités? Alors c'est peut-être une perche tendue de quelqu'un qui est dans le domaine de l'éducation, là. Je vois difficilement comment on pourrait répondre non à cette question. Mais je peux y aller en premier, mais oui, évidemment. Je pense que c'est vraiment des questions importantes parce que c'est vraiment des modèles qui amènent à se questionner sur vraiment beaucoup de construction sociale de comment on perçoit notre économie, la façon dont fonctionnent nos sociétés. Et je pense que c'est important justement dès le plus jeune âge, de façon très simple, justement d'expliquer qu'il y a des modèles alternatifs qui existent, que ces modèles-là fonctionnent, qu'on a plein d'exemples autour de nous et qu'il est temps de les considérer très sérieusement comme des voies principales plutôt que des alternatives. Mais c'est sûr que, particulièrement avec notre projet Entrepreneur Jeunesse, il y avait une campagne par nos partenaires dans les écoles. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, on va créer des applications pour les assister parce que chaque projet prend énormément de temps. Alors, il faut vraiment créer le lien avec les autres qui peuvent faire ces genres de choses. Alors, c'est ça qu'on est en train de travailler. Alors, parce que nous sommes très ouverts pour les nouveaux projets, si vous êtes à Verdun et vous voudrez commencer ce projet-là, on est fiers de vous avoir avec nous. Merci. On a une question dans la salle? Oui, je vais parler avec deux statuts. J'enseigne à l'Université des cours sur l'entrepreneuriat collectif et je suis aussi administrateur d'une caisse Desjardins à Montréal, donc d'un secteur où il y a beaucoup de défavorisation matérielle. Donc, un commentaire, puis une question. Premier commentaire, on voit avec ces exemples-là, puis je pense en particulier à cause qu'on est capable de soulever un enjeu fondamental dans les milieux urbains, là, la question de la désaffiliation sociale. Parce qu'il y a beaucoup de gens en milieu urbain qui sont dans des situations d'isolement social. Et on voyait par votre réseautage que vous avez multiplié les tentacules. Donc, ça permet de mettre en contact des organisations, des individus. Donc, c'est tout à votre honneur. Cela étant, une des réalités aussi dans des quartiers défavorisés à Montréal, quand on connaît les indices de défavorisation, au-delà de l'importance des circuits comme vous présentez, c'est l'enjeu de la sécurité alimentaire. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Exact. À Montréal, et particulièrement dans des quartiers où il y a des nouveaux arrivants. Là,
Moi, je suis en particulier dans Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent. Donc, j'étais juste curieux de savoir, dans votre contexte, comment vous composez avec cet enjeu-là de... Est-ce que vous êtes capable de donner une partie de réponse à ces gens-là qui ont un enjeu de sécurité alimentaire? Mais le Voilà. circuit local avec le compostage, ça inclut 3 groupes comme ça. Alors, c'est Casa Café qui travaille avec les immigrants, c'est Dawson, toujours ensemble, et il y avait 9, mais ça, c'est le 3 où je recherche le compostage. C'est les maisons d'environnement qui cherchent les déchets des épiceries et des marchés fermiers. Ils distribuent ça entre ces organisations et c'est nous qui prenons les choses qu'ils ne peuvent pas utiliser pour le compostage. Alors, ce projet-là, ce projet-là, nourrit 9 organismes communautaires. Alors, c'est sûr que la sécurité alimentaire, c'est une des choses primaires pour nous. Et l'autre chose, on travaille avec eux aussi pour créer les ateliers pour leurs membres, pour cultiver leurs propres choses, même sur leur balcon. Merci. Si je peux ajouter un petit élément là, qui n'est pas en milieu urbain, là, je suis plus lanaudière Abitibi-Témiscamingue dans le Québec, mais dans l'inspiration de la Coop Coast, il y a beaucoup de... on les brand à l'interne là, comme des systèmes alimentaires durables, mais des initiatives qui, des fois coopératives, des fois au BNL, des fois juste pas de structure, de mise en relation avec des surplus agricoles, des surplus de transformation. On voit des initiatives de glanage. Ça fait longtemps que ça existe, là, ramasser des surplus directs au champ, mais là, on structure le glanage pour être sûr que ça ne soit pas juste du compost qui reste au champ, mais que ça soit valorisé. Puis s'assurer que, justement, s'il y a des surplus qui servent à l'alimentation de plus défavorisés, qui n'ont pas ce frigo rempli-là. Effectivement, là, un peu partout au Québec, là, je ne peux pas dire pour Montréal, là, mais on travaille fort dans ce genre d'initiatives-là qui prennent vraiment toutes sortes de formes. Là, mais les milieux locaux, on dirait que dans la dernière année, là, on va continuer à en parler longtemps, je pense, mais ça a recréé cette solidarité-là dans la Naudière à Joliette de façon spécifique. 3 containers congelés qui sont débarqués parce qu'il y avait des surplus, il ne fallait pas les gaspiller, c'était dans le temps de la récolte. Il y a cette solidarité-là qui s'est créée et puis qu'il y a des projets structurés qui vont suivre de ça. C'était dans l'urgence, là, mais c'est en train de se structurer, là, ce type d'initiative-là. Et aussi, cette année, j'ai oublié de mentionner que nous avons construit pour la première fois une chambre froide à côté de notre chose. Alors, eux aussi, ils peuvent l'utiliser ça de temps en temps. Alors, quand j'achète, par exemple, les fraises, de temps en temps, j'achète un peu plus pour eux aussi. Alors, on travaille quand on connaît. Ça, c'est la chose qui est importante. Quand vous connaissez tout le monde et leur enjeu, vous pouvez voir la possibilité de les aider, même si ce n'était pas apparemment avant. Et les gens me disent souvent que les produits au marché fermier sont assez chers, et ils sont chers de temps en temps, mais à cause de ça, c'est les fermiers qui peuvent continuer d'exister, parce que eux aussi, ils ont une manque de sécurité assez énorme. Et je veux vraiment... alors, nous aussi, à cause de nous, il y a les fermiers qui peuvent exister encore. Tu me lances avec une autre question. Je regarde Mathilde. Oui, vas-y. Puis la question courte, c'est comment vous faites pour convaincre, mais je vais faire la question longue. Prenons l'exemple de l'agricole, en agriculture. Bon, les légumes moches. Un producteur fait sa production de carottes. Il est habitué de trier les bonnes carottes et les pas bonnes carottes. D'habitude, les pas bonnes carottes restent là. Là, il y a des légumes moches qu'on peut vendre. Donc là, ça implique que le producteur repasse dans ses numéros 2 pour dire, là-dedans, il y a des numéros 2 bonnes, moches, mais des numéros 3, finalement, qui ne sont pas bonnes. Donc, il y a souvent un défi logistique ou autre. Il faut se casser un peu plus la tête. Il n'y a pas de recette prête à faire pour dire, je passe de linéaire à circulaire. C'est pas toujours clé en main, là. Donc, comment vous faites pour embarquer votre monde, justement, convaincre une microbrasserie de fournir la drèche, convaincre un travailleur de venir faire son projet avec vous? Comment vous faites pour convaincre? Vous êtes presque des traducteurs entre l'économie circulaire et linéaire. Oui, c'est vrai. Je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte là-dedans. Déjà, il y a
comment dirais-je, les prédispositions environnementales généralement des porteurs de ces projets-là, enfin notamment en microbrasserie, mais c'est toujours plus facile d'aller convaincre les gens quand il y a déjà une fibre environnementale, une volonté là, de réduire le gaspillage alimentaire. Forcément, c'est un argument qui marche bien. Mais en termes généraux, et c'est en plus souvent là où ça peut faire du sens en économie circulaire, c'est que rien que de par la rationalité, l'argument il s'impose un peu parce que aujourd'hui les brasseurs, donc particulièrement donc à Montréal, soit se départissent gratuitement de leur drèche, soit paient un service de collecte ou un agriculteur, majoritairement un agriculteur, qui vient d'en dehors de l'île de Montréal pour venir collecter les drèches. Mais étant donné que cette agriculture-là, ce n'est pas son métier, la fiabilité du service de collecte, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Des fois, les bacs reviennent cassés, pas nettoyés. Des fois, pour X ou Y raison, l'agriculteur ne va pas simplement venir et les drèches vont juste rester là pendant une semaine. Puis encore une fois, il y a la notion de poids. C'est pour ça que nous aussi, on s'adresse particulièrement aux microbrasseries parce que plus la typologie d'acteurs elle est petite dans la microbrasserie, moins ces gens-là ont un levier de pression sur l'agriculteur, justement. Donc c'est pour ça que nous, on voulait vraiment s'adresser en premier lieu à ces micros-là. Donc naturellement, je dirais que rien qu'en expliquant ça, que pour le même prix aujourd'hui, ils ont un service qui est clé en main, qui est spécialisé justement dans la gestion des drèches, qui arrive avec plus ou moins une heure après le dédréchage, donc le moment où ils vont sortir les drèches des cuves de bière. Nous, on leur offre des tests aussi. Ça fait comme 6 mois qu'on collecte dans des microbrasseries gratuitement, on ne facture pas. Rien que pour prouver aussi que ce modèle-là, il est vertueux. Puis derrière, quand ces microbrasseries-là voient également les retombées qu'il peut y avoir derrière en termes d'image, de notoriété, l'exposition médiatique, c'est encore un argument supplémentaire là, pour les convaincre d'embarquer avec nous par la suite. Il y a aussi les paniers deuxième vie. Et on est en train d'organiser les endroits de deuxième vie. Alors, ça c'est un lien entre le projet de marché fermier régulé et le projet de compostage. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec eux aussi. On a le temps pour une dernière question. Donc, si quelqu'un dans la salle, si quelqu'un en ligne, ou alors, Evan, je te passe ta POC là. Parfait. C'est bon. Vous avez parlé de Montréal en Mange. Il y a une plateforme aussi en travail là, de boutique en ligne. Il y a d'autres ateliers dans le rendez-vous là, qui étaient sur la transition numérique. Il y a beaucoup de projets d'économie circulaire qui sont beaucoup sur le numérique. On va mettre une plateforme, là, puis réserve ton équipement à telle heure, c'est correct, ou j'ai un gisement, je l'inscris sur la plateforme. Le numérique fait une partie de la job, mais il y a beaucoup d'humains, de travail, de salive encore à avoir. Comment vous faites pour à la fois avoir l'humain, mais aussi faire cette transition numérique-là, utiliser le numérique? Comment vous l'utilisez? J'étais très heureuse. J'ai essayé de placer tous nos produits sur Square 1 an avant COVID. Alors, ça nous a sauvés énormément parce que ce n'était pas même, en mars 2019, ce n'était pas même clair si on pouvait faire notre marché fermier en présentiel cette année-là. Alors, on avait commencé un projet de livraison pour nos membres. Le catalogue était déjà existé. Ce n'était pas très beau, mais ça fonctionnait très bien. Alors, on avait commencé comme ça. Et ça, entre le début mai et nos marchés fermiers de mi-juin, on avait fait les livraisons tous les semaines. Alors, nos fermiers pouvaient au moins savaient qu'ils peuvent fonctionner cet été-là. Alors, on a gardé nos partenaires parce que si on n'avait fait rien entre ce moment-là et juin, quand on avait eu la possibilité de continuer nos marchés fermiers, ils vont avoir un autre projet pour cet été-là. Alors, le côté numérique est extrêmement important. Et c'est pour ça aussi, alors on a continué de développer ça et on est en train de développer ça parce que les enjeux sont assez énormes, parce que je dois optimiser Square et QuickBooks et aussi nous, parce qu'on utilise, pour gérer l'inventaire, j'utilise encore le Excel Sheets parce que je ne suis pas aussi à l'aise de faire toutes les autres choses ensemble. Nous avons un projet à cause de ma PAC pour optimiser ces choses-là, mais ce n'est pas encore fait.
Mais en ce moment-là, on avait vu aussi que nous avons beaucoup des projets, des choses déjà construites pour nos partenaires. Et on a décidé de placer ça tout dans le même projet qui est Montréal en Manche. Mais ça, c'était pratiquement un projet en ce temps-là, bénévolat. On a une partie de pays maintenant à cause de MAPAC et notre partenariat avec eux. Alors, c'était grâce à eux. Merci aussi, monsieur. Alors, on est en train de continuer de développer ça. Et tous les groupes, parce qu'il y a énormément de groupes comme Cause Tracy, à Montréal. je suis désolée, je dois laisser juste... Parce que là, je vois que c'est déjà 11h16, on dépasse. Je voudrais juste laisser Mathieu s'exprimer quelques secondes là-dessus. Merci. Merci. Je suis d'accord que dans les outils de gestion courantes, c'est sûr que les outils technologiques, c'est d'une grande aide. Après, moi et les autres membres fondateurs de la coop Boomhang, on est un peu tous de la génération d'Internet, donc on a un peu grandi avec ces outils-là et le e-commerce. Donc c'est sûr que nous, on distribue sur ces plateformes, mais là, si on parle plus des canaux de distribution, je pense que les deux sont assez complémentaires parce que, particulièrement quand on fait de l'alimentaire, c'est très difficile d'être uniquement en ligne sans aller voir le consommateur et lui parler. D'autant que Boomhang, c'est un projet qui a 1 an et demi, donc pour nous, c'est quand même très important de continuer de garder le pouls là, de nos clients, de connaître la réalité, voir justement les produits, ce qu'ils recherchent, leurs difficultés. En ce moment, pour les boulangers, c'est des ruptures d'approvisionnement et une rupture de la main-d'œuvre, des pénuries de main-d'œuvre comme beaucoup d'industries. Mais c'est très important justement pour arriver à réaligner notre stratégie là, sur la réalité, de garder ce pool. Donc c'est sûr que je dirais plus que l'outil numérique vient en support des canaux physiques là, de distribution et pas l'inverse. Donc c'est comme ça que les deux se combinent pour nous. Parfait, merci. Ça conclut notre conférence sur l'économie circulaire. Merci beaucoup à l'équipe du CQCM, Entrepreneuriat Jeunesse, pour toute l'organisation, à l'équipe technique, à nos panélistes. Merci à vous. Et puis surtout, merci aux personnes qui nous ont écoutés pour votre implication, votre participation. C'était un plaisir d'animer cette table. Bonne journée et puis à très bientôt. Merci. Merci. Merci.